Alors, rebonjour, bienvenue dans ce panel 2 intitulé Francophonie, archipel, lieu, langue et identité. Donc, on a 2 sessions parallèles. Notre session, je pense que les 6 intervenants sont soit ici, 4 d'entre eux, soit en ligne pour 2 d'entre eux. Alors, je pense qu'on peut tabler sur des présentations d'un quart d'heure chacune. Je vous ferai passer ce gentil rappel et puis ensuite un deuxième gentil rappel de 1 minute. Voilà. D'accord ? 2 fois. On va commencer tout de suite par la présentation de Matthew McDonald, boursier Marie Sklodowska-Curie à l'Université de Trèves, Sciences Po, avec une présentation intitulée « Une francophonie pluricentrique vers une nouvelle politique de la langue en France ». On vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, ma présentation s'appelle « Une francophonie pluricentrique vers une nouvelle politique de la langue en France ». Merci beaucoup. Je ne l'ai pas vu. Non, il va arriver. Ça va après. Il faudrait couper le micro. Oui, j'ai déjà fait. C'est bon ? Oui. Très bien. Le 29 novembre 2022, Emmanuel Macron est venu aux États-Unis pour une visite de 3 jours. Il est arrivé au départ à Washington, où il a parlé avec le chef du NASA pour l'espace et a assisté au premier dîner d'État du président de Joe Biden. Mais pour son dernier jour, le 1er décembre, il est venu non pas à Chicago ni à Los Angeles, mais en Louisiane, un État de moyenne taille du sud vers le golfe du Mexique. Sa raison, de prononcer un discours sur la francophonie. Je suis convaincu que le français est une langue d'avenir, disait Macron, par la démographie du nombre de pays francophones, en particulier sur le continent africain. Je suis convaincu aussi que la francophonie, et vous l'avez formidablement démontré ici en Louisiane, ça n'appartient pas à la France. Et donc c'est, je dirais par essence, un projet politique non aligné, un projet politique décentré, décalé, mais avec une chose en partage, notre langue. Au moins depuis son discours prononcé sur la coupole de l'Institut de France en mars 2018, une initiative phare de la présidence d'Emmanuel Macron est de mener une politique de l'influence à l'étranger depuis le prisme de la langue française. Le terme politique de l'influence vient du ministre des Affaires étrangères et c'est que la langue peut être utilisée à la fois pour l'entendement du français et aussi pour l'avantage de la France dans une ère de multipolarité croissante. Donc, on a parlé ce matin du soft power français et je veux dire pour le ministère des Affaires étrangères, il y a 2 parties. Il y a l'attraction de la langue, de la culture française. Il y a aussi la deuxième partie qui est la persuasion. En fait, de changer les modalités, de changer ou d'influencer les gens avec l'attraction qu'on a générée. D'une certaine manière, il n'y a rien de nouveau. Les recommandations politiques pour utiliser la langue française et la francophonie existaient au moins depuis Charles de Gaulle, qui voulait trianguler contre les États-Unis et l'URSS. Et les principes de la politique de l'influence peuvent être trouvés dans un livre blanc publié par Alain Juppé en 2018, bien avant la présidence de Macron. Et pour les centaines d'années avant ça, la France était réputée pour sa culture et sa politique culturelle. Cependant, si on regarde le discours de Macron, par exemple en Louisiane, l'ampleur et la centralité de ces initiatives sont un peu différentes. C'est-à-dire que c'est le thème central de la présidence de Macron, c'est que ce n'était pas le cas avant. La deuxième nouveauté avec Macron, comme on a noté ce matin aussi, c'est qu'il ne permet pas seulement aux Français de devenir plus pluricentriques géographiquement, thématiquement et socialement, il encourage. Dans son discours en Louisiane, il parle d'un projet politique, je cite, non aligné, décentré et décalé. Il utilise ce que le chercheur anglais Jerry Ahern appelle la reprojection de la langue française. À l'époque, par exemple, sous Louis XIV ou sous la Troisième République, on avait la projection du français à l'étranger. On peut utiliser le mot qui était fait au fin du 19e siècle, le rayonnement. C'est une métaphore du roi soleil pour exporter le français à l'étranger. Mais pour Macron, il reprojette la langue française, c'est-à-dire qu'il fait une projection de la langue française, mais c'est intéressant aussi parce qu'il veut décentrer la langue en même temps, c'est ce qu'il dit.
Pour Macron, c'est une nouvelle logique et c'est aussi un pari. Parce que il y a l'idée que de trouver des nouveaux convertis à la langue française et aussi d'avoir une action centralisée du part d'État de la France. Et avec Macron, je pense qu'il veut décentraliser la langue en fait pour trouver des nouveaux locuteurs, même si l'État français devient moins central dans cette occasion. Et on va voir comment ça va développer dans les années, dans les décennies à venir, parce que c'est pas du tout clair si ça va bénéficier, par exemple, pour le ministère des Affaires étrangères que j'ai étudié, ou si, en fait, ça va donner un peu moins de contrôle pour la France au centre de la francophonie. Et pour les sources pour cette étude, j'ai parlé avec 11 personnes qui travaillent dans le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, donc par exemple M. Christophe Chigaudot, qui a parlé ce matin. Et comme cet exposé est destiné en large public, j'ai choisi de ne pas me référer spécifiquement à certaines personnes interrogées dans mon papier, mais plutôt de discuter leur position, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit. Pour faire la focalisation sur la langue française, comment ça fonctionne aujourd'hui et comment cette politique de l'influence est en train peut-être de changer ou non sous Emmanuel Macron. Je trouve deux stratégies principales que je vais parler dans la présentation. C'est numéro 1, la préservation des choses en arrière-garde pour préserver le français existant, et numéro 2, l'influence. Les idées pour étendre la langue française, pour convertir les gens, ou pour, comme j'ai dit, attraction et persuasion, de persuader les gens de suivre des buts de la France. Et je voulais dire merci à les personnes avec qui j'ai fait des entretiens, et je vais aussi dire que c'est fascinant en tant qu'Américain d'apprendre davantage sur un des sujets les plus français possibles, et j'espère que cette présentation vous est utile. Donc, pour la première des deux stratégies que je vais parler, c'est la préservation. Entre le 16e et 20e siècle, la France avait fondé et perdu 2 empires coloniaux qui a bien sûr contribué à l'entendement de la langue française. En outre que le contrôle politique formel, le mouvement des populations dans l'histoire a contribué aussi à l'entendement de la langue. Je pense par exemple à l'époque moderne, il y a des Huguenots, des protestants expulsés sous Louis XIV qui sont venus en Europe et aux Amériques. Ou par exemple, plus récemment, il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont venus aux États-Unis et qui contribuent eux-mêmes pour la langue française aux États-Unis. Donc, bien sûr, ces dynamiques existent avec les autres langues, par exemple avec la langue anglaise. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que plutôt que dans ces autres pays, la France a une politique d'encourager et de soutenir la langue française et de en fait, utiliser ces populations comme des parties de la francophonie activement. Par exemple, j'ai commencé ce discours en mentionnant la Louisiane. Et le discours de Macron était suivi avec beaucoup d'initiatives dans l'éducation pour encourager les personnes francophones dans la Louisiane de parler leur langue, de l'utiliser et de trouver des choses à faire avec la langue. C'est très intéressant parce que ce n'est pas un cas unique dans l'histoire des États-Unis. Par exemple, on avait je pense dans le 19e siècle, il y avait des dizaines de millions d'Allemands qui sont venus aux États-Unis. Il y a par exemple plus d'1 million de Suédois qui sont venus dans l'État de Minnesota dans le 19e siècle. Il y a aussi par exemple un grand nombre de locuteurs du yiddish, la langue juive qui aujourd'hui reste sans nation, qui se parle aujourd'hui à New York. Mais en contraste avec, par exemple, l'allemand ou l'italien, Macron, en fait une partie de sa politique pour sa visite de 3 jours aux États-Unis. Il a dit que la politique d'encourager le français dans la Louisiane reste centrale pour lui, pour ses affaires étrangères. Et je peux trouver aussi des exemplaires. Par exemple, j'ai parlé avec l'ancien consul de Boston aux États-Unis qui a fait une initiative pour parler avec un groupe qui s'appelle les Franco, c'est-à-dire des locuteurs franco-canadiens qui sont venus en Nouvelle-Angleterre dans le 19e ou 20e siècle pour trouver du travail, qui peut-être ont parlé le français dans leur famille à un moment, mais qui sont quelquefois perdu la langue, quelquefois ils se conservent toujours. Mais ce que je veux dire avec la politique de la langue en France, c'est pas seulement qu'il y a des populations, des locuteurs qui restent dans les pays, mais que la France cherche activement à les trouver
à encourager la langue française et aussi de faire des liens avec ces populations, qui est d'un niveau beaucoup plus soutenu que, par exemple, les Suédois ou les Allemands aux États-Unis. La deuxième chose avec cette rôle de préservation, c'est le maintien du français comme langue technique. Depuis la Renaissance, il y a un rôle des académies et des sociétés littéraires qui ont établi la langue française, qui ont donné des règles, des recommandations, des discussions pour trouver des bonnes manières de parler français. Il y a par exemple le célèbre dictionnaire de l'Académie française, il y a la description des arts et métiers de l'Académie des sciences pour des choses techniques. Il y a aussi des projets, des groupes hors de l'État, par exemple le projet de Diderot et d'Alembert d'écrire l'encyclopédie. Et aujourd'hui, ça continue avec le maintien du français comme langue de travail avec des grandes organisations internationales. Il y a beaucoup d'organisations en France aujourd'hui qui, par exemple, veulent établir un vocabulaire diplomatique, un vocabulaire scientifique pour que le français puisse être utilisé dans ces domaines. Par exemple, avec le commissariat du français au Québec, il y a une nouvelle initiative annoncée en octobre 2023 de faire beaucoup de traductions des œuvres scientifiques avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est un projet avec le Québec de dire un francophone qui parlait que français ou quelqu'un qui veut faire la science en français, ça peut être possible, même si plus de 90% des publications scientifiques aujourd'hui sont en anglais. Il y a aussi une autre partie de cette préservation, c'est le travail avec les procès et les cours. Par exemple, après que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne avec le Brexit, que la France veut réintroduire le français comme langue de travail, même en fait, si c'est possible de faire des procès contre les organisations pour encourager, pour dire s'il y a un contrat qui dit que le français peut être une langue de travail ou peut être utilisé, que c'est respecté. Et c'est aussi une manière pour la France de faire sa diplomatie politique aujourd'hui. Comme l'a dit un ancien directeur de l'Institut français de Bucarest en Roumanie, ce qui a changé avec la France, c'est que ce n'est pas trop que le français doit être la seule langue qui est utilisée, mais une langue parmi les autres. Par exemple, à Bucarest en Roumanie, le français était présenté comme une langue plus grande qui peut protéger le roumain et des autres langues régionales ou locales contre l'anglais et la mondialisation. C'est-à-dire que, quand j'ai dit que la stratégie de Macron, c'est un peu de reculer afin de mieux sauter, c'est quelque chose qui est devenu assez commun dans la francophonie. Et puis, d'accord, merci. Et de dire, en fait, le français va être non seulement une langue pour être imposée, mais aussi une langue pour partager. Mais la grande question pour l'avenir, est-ce que ça donne une manque de puissance pour l'État français pour projeter sa langue à l'étranger? C'est une question ouverte que on peut parler sur les questions. Et c'est un peu la question pour l'avenir. Je veux conclure avec une métaphore quand Macron a parlé de la francophonie. Souvent, en fait, il utilise la métaphore d'un imaginaire de la langue. Et c'est très intéressant parce que ça vient de la littérature, ça vient des études littéraires. Et c'est en fait un espace qui n'est pas physique, mais qui est partagé dans plusieurs sens avec plusieurs personnes qui n'a pas nécessairement un centre. Et quand Jerry Ahern, la personne que j'ai mentionnée dans l'introduction, a parlé de la reprojection de la langue française, il a dit en fait une raison pourquoi Macron utilise cet imaginaire, c'est parce que c'est très vague. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un accord sur ce qui c'est un imaginaire, ce qui c'est son modèle de la langue française, et en fait c'est un grand avantage. Au lieu d'être quelque chose qui n'est pas précis, qui est un peu difficile à comprendre, c'est-à-dire que c'est un modèle que chacun peut projeter ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans la francophonie aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette exploration de la francophonie française.
On va passer maintenant à l'intervention de Madame Sonia Mbarek, ancienne ministre de la Culture de la Tunisie, docteur en sciences politiques HDR, enseignante-chercheur à l'Université de Tunis, qui va nous présenter une communication intitulée « Francophonie et dialogue interculturel ». C'est un peu dans la perspective de la table ronde de tout à l'heure, il me semble. Nouvelles dispositions, réception et actualisation dans les pays arabes. On vous écoute. Je vais essayer d'aller vers le micro. Merci, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à préciser que ce que je vais présenter est une réflexion ouverte, parce que je travaille sur ce projet de dialogue interculturel dans le cadre de la francophonie et au-delà depuis quelques années. Mon terrain, c'est bien sûr la gouvernance du dialogue interculturel, en particulier dans les pays du monde arabe, dans ces mondes arabes qui sont vraiment différents. Et je tiens donc à préciser que ce sont des réflexions, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail achevé, c'est un début de réflexion qui fera sûrement, peut-être dans quelques mois, l'objet d'une étude avec une enquête sur terrain, parce que je pense également qu'il est très important, lorsque nous avons des idées et qu'on développe des théories, etc., de les faire appliquer, de confronter ce que nous disons au terrain, parce que parfois le terrain est très important pour justement changer même notre vision et notre vision des choses. On peut dire que le dialogue culturel est au cœur de la francophonie. Cet enchevêtrement originel voulu par les pères fondateurs, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de la Tunisie, Norodom Sihanouk du Cambodge et Amani Diori du Niger, reste, avec la diffusion de la langue française comme langue de coopération culturelle multilatérale et langue de solidarité aussi, l'une des préoccupations majeures depuis la création de l'Agence de la coopération culturelle et technique en 1970, et, comme le disait justement Léopold Sédar Senghor, comme un devoir d'ouverture et une approche de l'interculturalité comme, je le cite, l'horizon indépassable de la civilisation de l'universel. La francophonie a bien sûr franchi plusieurs étapes, et nous sommes peut-être aujourd'hui à la 3e ou 4e vague de la francophonie, notamment en choisissant et en affirmant son ambition à s'imposer comme un acteur institutionnel et politique à part entière sur la scène internationale, avec la création de l'Organisation internationale de la francophonie, qui s'est donné justement comme objectif primordial d'intensifier le dialogue des cultures et des civilisations et le rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle. Là, je cite l'article 1er de la Charte de la francophonie qui a été adoptée lors du 7e sommet de la francophonie à Hanoï, au Vietnam. Affichant par là même clairement la volonté des chefs d'État et de gouvernement de redonner à la communauté francophone une voix reconnue dans le monde, rejetant catégoriquement la thèse de conflits inéluctables de culture et de civilisation et ouvrant donc la voie à cette interculturalité. Cette ambition fait écho tout d'abord à l'alignement des gouvernements francophones en 2001 sur les principes directeurs de la Déclaration universelle de la diversité des expressions culturelles comme référentiel de base d'un dialogue interculturel francophone renouvelé et en tant que meilleur gage pour la paix et le mieux vivre ensemble, et ensuite à la réaffirmation, s'y fait écho à la réaffirmation de l'Organisation internationale de la francophonie comme un acteur significatif dans les négociations qui ont conduit à l'adoption par l'UNESCO en 2005 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Depuis lors, l'OIF se focalise précisément sur ses dimensions principales, à savoir la promotion et la protection de la diversité culturelle,
de la réaffirmation du lien incontournable entre culture et développement humain durable. Troisièmement, le renforcement de la coopération et de la solidarité dans l'espace francophone. Ces valeurs, je voulais vraiment, par ces remarques préliminaires, vous mettre un peu dans le bain de cette interculturalité qui existe depuis des décennies. Ces valeurs largement diffusées au sein de la communauté francophone trouvent écho dans les discours des dirigeants, les actions des militants francophones, ainsi que dans de nombreuses organisations privées et publiques. Toutefois, leur mise en pratique suscite des débats quant à leur reconnaissance effective, révélant ainsi la complexité inhérente du processus interculturel francophone. Et justement, cette contribution vise à mettre en perspective cette complexité en replaçant ce processus d'interculturalité francophone dans le contexte spécifique des pays arabes et par le prisme de leur perception, nouvelles dispositions et actualisation. Alors, les pays arabes concernés se répartissent en 3 aires géographiques distinctes. Le Maghreb, avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Moyen-Orient, avec le Liban, l'Égypte, la Syrie et l'Irak, mais également la Jordanie et d'autres pays qui s'intéressent à la francophonie, et plus récemment, la péninsule arabique, avec le Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis. Pour des considérations historiques, politiques et culturelles, nous nous intéresserons aujourd'hui au cas du Maghreb et du Moyen-Orient. Alors, 2 constats s'imposent. D'abord, de manière générale, les concepts de dialogue interculturel ainsi que de la francophonie se définissent de plus en plus en lien avec la dialectique de la mondialisation et de la diversité culturelle, donc du pluralisme, et que par conséquent, l'espace francophone se définit aussi comme un espace géopolitique, voire géostratégique, concomitant à un espace géoéconomique et géoculturel. Et tout cela en interdépendance totale entre ces 3 dimensions. De l'autre, une interculturalité en quête d'un nouvel équilibre, et ce qui a été d'ailleurs rappelé à l'occasion de plusieurs sommets, dont le dernier sommet de la francophonie à Djerba, un nouvel équilibre pour la francophonie et une meilleure place, meilleur statut pour les pays francophones hors de la France. Ça a été aussi rappelé lors de la dernière conférence ministérielle, la conférence ministérielle de la francophonie qui a eu lieu le 4 et le 5 novembre 2023 à Yaoundé. Donc, à l'évidence, le constat général, c'est que la francophonie, comme le dialogue interculturel, ne sont pas perçus dans la région du Maghreb et du Moyen-Orient comme des concepts prêts à porter ou figés, dans la mesure où ils requièrent des lectures et des interprétations qui dépendent de plus en plus des contextes et des représentations idéologiques, politiques, économiques et ou culturelles, aussi complexes que diversifiées et surtout en réinvention permanente. Deuxième constat. De manière plus spécifique, justement, ce deuxième constat, la francophonie arabe, entre guillemets, a une présence très ancienne, mais différentielle, compte tenu de la diversité des contextes et des expériences nationales dans les pays arabes, ce qui crée des liens différenciés avec la francophonie, notamment au Maghreb et au Moyen-Orient, qui sera l'objet de notre présentation. La perception de la francophonie dans cette région varie en fonction de divers facteurs, tels que, bien sûr, l'histoire coloniale et postcoloniale, ça c'est un facteur structurant, et les relations diplomatiques, l'évolution des relations diplomatiques, les politiques éducatives et les échanges culturels. Dans les pays du Maghreb, la référence à la période coloniale et postcoloniale est incontournable, générant aujourd'hui justement des malentendus et des controverses et des divisions parfois contre les arabophones et les francophones. En revanche, au Moyen-Orient, le français demeure une langue privilégiée, une certaine langue entre guillemets élitiste, certains allant jusqu'à parler d'une francophonie arabe illustrée par le développement d'une littérature francophone foisonnante, le cinéma arabo-francophone et surtout avec des figures éminentes
comme Emin Maalouf, comme d'autres, comme Nawel Saadani et comme d'autres. La problématique que nous posons. La question fondamentale concerne donc les liens entre les pays du Maghreb et du Moyen-Orient et ce processus. Un processus interculturel francophone, à la fois en tant que référentiel culturel, linguistique, mais aussi un enjeu politique face aux nouvelles dynamiques géoculturelles. D'une part, quel est l'impact du français donc dans l'histoire et la linguistique de ces régions, ainsi que le développement des pratiques socioculturelles liées à cette influence. D'autre part, dans quelle mesure et selon quelle modalité le dialogue interculturel francophone peut-il s'adapter au nouveau contexte, marqué par des fractures multidimensionnelles et des clivages complexes, tant au niveau national, régional et international. Je citerai, par exemple, bien sûr, la question de la transition politique qui s'est passée depuis 2010, en commençant par la Tunisie et dans certains pays arabes, et bien sûr cette transition qui n'est pas encore matérialisée, mais qui a des répercussions certaines sur ce dialogue interculturel francophone. Donc en résumé, notre questionnement se focalise sur la nature des relations entre les pays du Maghreb et du Moyen-Orient et le dialogue donc interculturel francophone, en considérant donc l'héritage historique, linguistique, les implications socioculturelles et les défis politiques dans un contexte géoéconomique et géoculturel en constante évolution. Pourquoi nous posons ces questions ? Parce qu'il s'agit d'analyser de multiples paradoxes qui traversent en même temps le dialogue interculturel francophone, et il s'agit aussi de prendre en compte la pluralité de la présence francophone et saisir ou mieux appréhender la complexité qui entoure le dialogue interculturel arabo-francophone. Donc cette présentation s'articulera autour de 3 axes principaux que j'essaierai vraiment de synthétiser. Ouh là là. Donc il y a un cadre théorique que je voulais présenter. Donc c'est le paradigme interculturel en francophonie, de la théorie à la pratique. Ensuite, il y aura bien sûr un aperçu sur le panorama du dialogue interculturel francophone au Maghreb via les questions linguistiques, ensuite la coopération culturelle, ensuite la présence institutionnelle des pays du Maghreb. Bon, ça c'est le plan, après on verra si on va pouvoir présenter tout ça. Et dans ce contexte, la présentation devrait examiner donc des exemples récents de bonnes pratiques, dont par exemple la Tunisie qui a accueilli donc le dernier sommet de la francophonie, et tout ça pour voir justement les défis et surtout les opportunités de ce dialogue interculturel francophone dans les contextes spécifiques maghrébins et moyen-orientaux, et en espérant que cette contribution soit une meilleure compréhension des dynamiques en jeu. Alors je passe rapidement sur le cadre théorique, le paradigme interculturel en francophonie. En fait, il s'agit de 2 choses essentielles, c'est de reprendre en fait les concepts liés à ce paradigme, en particulier la question de la culture, la notion de la culture et son évolution. Moi, j'ai adopté bien sûr la définition qui me semble faire, on va dire, consensus, pour ne pas tomber dans cette polysémie autour de ce terme qu'est la culture. Et donc, j'ai choisi la définition anthropologique de la culture reconnue par l'UNESCO et qui fait consensus, selon laquelle la culture englobe les traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social, tout en incluant, bien sûr, les arts, les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Oh là. Donc, qui dit culture, dit aussi diversité culturelle, puisqu'on parle de dialogue interculturel, et dit aussi approche interculturelle. Approche interculturelle, elle implique en fait la synergie interculturelle et se compose de démarches de décentration, découverte du cadre de référence de l'autre. Et il s'agit donc de faire activer ou de s'adapter à des processus de négociation et de médiation visant à surmonter les obstacles à la compréhension et au respect de la diversité culturelle. Donc,
dans le contexte arabe, elle requiert la combinaison de 3 niveaux d'analyse, et je vais arrêter le cadre théorique ici. Donc, le niveau macrosocial, c'est-à-dire prendre en considération donc la colonisation, la décolonisation, la mondialisation, la migration, le niveau mésosocial, donc les transformations des structures politiques et culturelles au niveau national institutionnel, et il s'agit aussi de prendre en considération le niveau microsocial, les interactions communicationnelles, et surtout la question de la reconnaissance, parce qu'il s'agit, quand on parle de dialogue interculturel, de reconnaissance. L'interculturalité, c'est ça. En pratique, c'est ça. C'est reconnaître l'autre, reconnaître dans une mutualité, dans une conscience de l'autre, l'autre en tant qu'identique et différent. Elle implique donc un triple processus d'humanisation, de socialisation et de singularisation, un processus à la fois indissociable, mais toujours en tension. C'est ce que disait Charlot en 2002 déjà. Donc, concernant les pays arabes, et je vais terminer sur ça, vous me laissez une petite minute ? Alors, les pays arabes, je vais vite donner un panorama sur la question, la place du français dans les pays arabes. Et puis, entre le Maghreb et le Moyen-Orient, il y a une différence, puisque l'implémentation, donc, ou la situation sociolinguistique du Maghreb est caractérisée par cette complexité inhérente, où le français occupe déjà une place significative dans le paysage linguistique, en rivalisant avec l'arabe, et 2 types d'arabe, puisqu'il y a l'arabe littéraire ou l'arabe classique et l'arabe dialectal. Et on dit aussi que le français est une langue très vivante, pratiquée donc parallèlement à l'arabe. La complexité de cette situation est accentuée par l'accent mis aussi sur cette dualité, qu'elle soit dans le système éducatif, dans la politique linguistique, ce bilinguisme qui a été choisi, qui aujourd'hui se transforme petit à petit en trilinguisme, mais il ne faut pas croire que les 3 pays sont homogènes. Entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, il y a bien sûr une hétérogénéité reliée à la question postcoloniale, coloniale et postcoloniale. Donc, je dirais que, au final, quand même une chose importante, parce que selon l'Observatoire régional du français dans le monde arabe, OREMA, le français doit être considéré pour les pays du Maghreb comme une langue seconde. Pourquoi on dit ça ? Parce que, non pas comme une langue étrangère. Il y a 3 indicateurs qui formalisent justement la question de la langue seconde dans les pays du Maghreb. Le début de l'apprentissage y est précoce. C'est le cas en Tunisie, encore aujourd'hui, et au Maroc particulièrement. En Algérie, les choses ont beaucoup changé. Cet apprentissage est obligatoire, et le nombre d'heures est très proche de celui de la langue officielle, langue arabe. Aussi, autre remarque, autre indicateur, la prédominance des francophones dans la tranche d'âge entre 15 et 24 ans suggère une croissance future. Ce qui veut dire que les gens qui disent que la francophonie c'est fini pour la région du Maghreb, moi je ne pense pas. Il y a une complexité bien sûr qui s'installe avec le multilinguisme. Et je voudrais juste dire que le multilinguisme est une seconde nature pour la région du Maghreb. Pourquoi ? Parce que la région du Maghreb, déjà, c'est une région où nous parlons arabe, nous parlons le berbère, il y a d'autres langues vraiment qui existent avec le français. Donc, au Proche-Orient, c'est différent. Et donc, je voulais juste terminer sur ça. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, le pourcentage de locuteurs de français aurait augmenté au Maghreb et au Moyen-Orient de 17% entre 2014 et 2018. Ce qui confirme ce que je dis, c'est-à-dire que c'est une langue, la francophonie, elle doit changer, elle doit être reconfigurée avec ce dialogue interculturel réel. Et puis, c'est comme ça qu'on avance, parce qu'il s'agit aussi, il ne faut pas l'oublier, que francophonie ou pas, il s'agit de mieux vivre ensemble, d'essayer de se comprendre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la 3e intervention, celle d'Olivia Biganga, qui est en ligne. Est-ce que vous nous entendez ?
Oui, bonjour. On vous entend très bien. Par contre, on vous voit de biais. Faut que je fasse quelque chose, sauf que je ne sais pas trop comment je vais faire me retrouver la tête en bas. Alors, en attendant que vous régliez peut-être le problème technique, je vais vous présenter. Voilà. Je me souviens avoir pris. Vous êtes maître assistante au CAMES à l'université Omar Bongo et vous allez donc intervenir. Vous nous proposez une intervention sur francophonie, africophonie. C'est un mot très intéressant. J'ai hâte de vous entendre. Accepter et promouvoir le caractère africophone du français. Voilà. On vous écoute. Vous avez un quart d'heure. Je me permettrai de vous rappeler que vous n'aurez que 3 minutes quand vous n'aurez plus que 3 minutes. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, je pense que pour faire simple, je vais arrêter la vidéo parce que j'ai une tête. Non, mais moi, ça ne va pas, je ne trouve pas normal. Bon, je suis en train de perdre du temps. Donc, dans francophonie et africophonie. Attendez. Est-ce qu'elle a mis... c'est bon, c'est voilà, bon. Parfait. D'accord. Donc, dans francophonie, africophonie, en Afrique, dans la francophonie aujourd'hui, c'est pour moi inscrire la question dans le contexte d'évolution des populations et socialités africaines qui, dans les nouvelles luttes qui font les leurs, considèrent le français et la francophonie qu'ils apportent comme étant des valeurs à combattre, au lieu dont il faudrait réduire dont il faudrait réduire la portée pour permettre à l'Afrique nouvelle de se manifester et de s'inscrire dans une nouvelle histoire, dans de nouveaux paradigmes. Donc, la place du français en Afrique, il faut l'analyser sous 2 prismes. D'une part, le prisme des locuteurs africains qui, au niveau de langue... Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro? Parce que parfois, on a vraiment du mal à vous comprendre. Je ne sais pas s'il y a le moyen de régler la question du son. Parce qu'on veut vraiment vous comprendre au niveau de votre propos. D'accord, vous m'entendez mieux? Oui, beaucoup mieux. D'accord, merci. Donc, je disais que pour comprendre la place du français en Afrique, il faut l'analyser sous 2 prismes. D'une part, le prisme des locuteurs africains, qui était évalué leur niveau de langue ainsi que le statut de celle-ci, et d'autre part, sous le prisme scientifique des enquêtes et autres études visant à situer le français dans chacune des sphères géographiques qu'il occupe. Si nous ne doutons pas de ce que beaucoup d'Africains, pour des raisons multiples, ne maîtrisent pas le français, nous estimons que l'Afrique est la principale condition de la préservation d'une langue. Ce sont les locuteurs. Et l'étude a démontré que entre 2010 et 2023, la population de l'ensemble de l'espace francophone a augmenté de 61 millions de personnes. Et 93% de 61 millions de personnes sont africains. Donc, c'est pour dire que l'Afrique a produit 93% de l'évolution du nombre de locuteurs de la langue française. C'est donc dans ce cadre-là, nous estimons qu'il faudra passer la francophonie, parce que le français est dans ce contexte-là, purement africaine. Excusez-moi. En fait, à nouveau, on vous entend plus beaucoup. Donc, il faudrait que, je sais pas, peut-être parler moins fort et plus près du micro, peut-être. Je sais pas. D'accord. C'est très ça? On va essayer. Elle a un micro comme ça. D'accord. Donc, nous inscrivons notre proposition dans le cadre de la psycholinguistique cognitive, considérant l'objet langue et le contexte de francophonie comme des espaces de réflexion et d'analyse tournés vers le rôle socio-cognitif de la langue française
dans le développement de l'espace géographique et humain que sont l'Afrique et les Africains. L'africophonie. Par africophonie, nous attendons une communauté de plus en plus importante d'Africains utilisant, enseignant et apprenant le français chaque jour. Le français, certes lié à celui qui est parlé aussi bien en Europe qu'en Amérique et en Asie, mais un français particulier, également lié à des réalités différentes et particulières. Donc, dans le contexte de défiance, c'est-à-dire le contexte aujourd'hui, nous avons des jeunes Africains, une jeunesse africaine qui lutte au créneau pour essayer de lutter contre ce qu'ils considèrent comme le prolongement de la colonisation. Ce contexte de défiance, la langue française continue d'être un élément de cohésion, sans qu'elle ne soit taxée, comme cela commence à être le cas dans certaines sphères, d'instruments luttant contre le développement et la décolonisation de l'Afrique, au titre que peut être considérée la monnaie. Il faut, dans le contexte de la francophonie, changer le contenu de certaines réalités. Pour cela, nous avons, dans un premier temps, considéré l'Afrique de la francophonie. En regard de notre évaluation et des comparaisons des langues à travers le monde, il ressort, comme je disais tout à l'heure, un espace communautaire dans lequel le français réunit les principes critères justifiant sa place dans le classement des langues mondiales. C'est en Afrique, compte tenu de la multiplicité des langues autochtones en présence, que le français est la seule langue d'échange entre ces pays. L'Afrique, qui est une multiplicité et à la fois une unicité. Lorsqu'on considère l'espace francophone de l'Afrique, nous avons des réalités de pays qui ont chacune des langues différentes et qui, même dans le projet de communautarisme, besoin nécessairement de garder le français de cohésion. Et pourtant, ce même espace, nous avons une jeunesse qui se lève, précède la présence dominante du français, qui est considérée comme le relais de la politique française que forcément on n'a plus envie de subir. Parce que dans le même projet de séparation, ou du moins de limitation des relations avec la France, les francophones utilisent la langue française pour se concerter. La francophonie, d'aucun élément, du moins la langue française, est un élément dont l'Afrique ne veut pas, mais dont elle a besoin pour son évolution. Si les politiques, les politiciens tiennent à préserver les relations diplomatiques et à arrondir les angles, les populations de plus en plus jeunes, les porteurs du panafricanisme nouveau, veulent interrompre toutes les relations avec la France, avec le français et avec la francophonie. Ils considèrent la langue française, au même titre que la monnaie CFA, comme le stigmate de la colonisation dont il faudra se défaire. Pour eux, la marque véritable d'une indépendance et de libération de l'Afrique, par un effacement de la langue française, qui devait être remplacée par une langue panafricaniste. Dans cette perspective, on pourrait considérer la légitimation dans les espaces publics et médiatiques du français africain. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui peut être évalué uniquement aux compétences linguistiques sont peut-être considérées comme des manifestations d'une défiance du français normé qui est lié à l'espace francophone européen, l'espace francophone français, et donc utiliser le français africain truffé de beaucoup d'africanité est une façon de s'appuyer une réalité dont on ne peut pas se défaire, mais en même temps de défendre une nouvelle demande sociale, une nouvelle demande géographique et politique. Le français langue du colon qui doit dégager de l'Afrique. Il est ressorti d'une enquête que nous avons personnellement menée dans d'autres cadres d'études en 2020. Malgré sa présence encore dominante dans le pays, c'est-à-dire dans le Gabon, le français
progressivement la place de dominance dans les dynamiques de transmission familiale. C'est-à-dire que dans l'espace francophone, le français était la principale de transmission. Les besoins qui sont les besoins de socialité, les besoins d'intégration sociale, les parents que nous avons interrogés préfèrent transmettre une langue africaine, une langue gabonaise. Si ce projet est d'abord communautaire et social, parce que beaucoup ont répondu en disant que le français n'est pas notre langue. Il nous est imposé par le colon. D'autres ont dit, je la parle parce que je n'ai pas le choix. Alors, comment le français aujourd'hui, c'est accepter que la France continue de dominer l'Afrique. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Le parent nous a d'ailleurs répondu, je voudrais tellement que mes enfants parlent autre chose que le français, mais pour le moment, cela ne va servir à rien parce qu'on travaille en français. C'est-à-dire que nous avons donc des populations qui, dans l'espace francophone, se retrouvent confrontées à une réalité sociale qui fait qu'ils voudraient pouvoir porter un peu de ce français-là, s'éloigner un peu de cette francophonie et mettre à côté du français une addition, quelque chose d'autre, des réalités différentes. La langue économique, l'économie est au cœur du projet politique. Lorsque le parent nous dit « je parle le français parce que de toutes les façons, je n'ai pas le choix, on travaille dans cette langue », l'évolution des sociétés et la diversification des partenaires économiques pense que la nécessité d'utilisation d'autres langues comme l'anglais ou le mandarin s'est fait ressentir. Il y a donc que la francophonie en Afrique, malgré le discours politique, la francophonie en Afrique francophone en situation de défiance, en situation de faiblesse, parce que les personnes qui font vivre la francophonie, la langue, commencent à vouloir parler d'autres choses. Et pourtant, la francophonie reste au cœur du projet du panafricanisme. Parce qu'à côté des individualités sociales, des individualités politiques, qui montraient que des personnes veulent voir les langues qui sont les leurs, il y a un projet panafricaniste qui, quoi qu'on le dise, la jeunesse africaine aujourd'hui. Mais ce projet panafricaniste a besoin d'être communiqué, a besoin d'être partagé. Et nous considérons que c'est dans ce contexte-là que la francophonie peut garder sa place. D'où la notion d'africophonie. C'est-à-dire que la francophonie, devenue africophonie, va être un instrument du panafricanisme depuis la jeunesse d'aujourd'hui. Excusez-moi, il vous reste 3 minutes. Oui, j'aurais besoin de moins. Bon, parfait. La francophonie est donc une voie de sortie parce qu'elle va permettre aux Africains de s'approprier une langue qui contribue à perpétuer et enrichir et dont ils ont besoin pour porter une ambition d'avenir particulière et géographiquement située. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous. Alors, malgré les problèmes de connexion, je pense que votre communication était très intéressante parce que justement, elle nous dresse encore une fois un portrait contrasté. Là, on a le portrait vraiment à la fois plein d'ambiguïté, d'ambivalence de ces francophonies africaines. Et je pense que l'illustration par le cas gabonais est assez emblématique, un peu comme l'était la variété des cas que vous aviez présentés tout à l'heure. Alors, on va poursuivre avec la 4e intervention. Celle de Marc Chevrier, professeur de sciences politiques à l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Marc va intervenir sur le francophone, entre guillemets, en contexte impérial. Marc, on t'écoute. Je prends le micro de gauche ou de droite, je ne sais pas. Je prends les deux. Les deux. Bon. Alors, oui. Petit mot juste pour dire que j'ai écouté le discours prononcé par Emmanuel Macron à Louisiane par France 24 et il m'avait frappé qu'il avait parlé d'abondance sans suivre de notes. Et je me suis fait la réflexion, comment se fait-il qu'Emmanuel Macron n'a pas parlé ainsi lors d'une visite officielle au Québec ou en Acadie? Mais bon, ça c'est une autre question. Donc, oui, le titre de ma communication est peut-être étrange pour vous. Alors, ce que je veux faire, c'est éclairer le sens de ce qu'est être francophone dans un pays
où le français, langue toujours plus minoritaire, jouit néanmoins d'un statut d'officialité et vaut même à ce pays d'être membre de la francophonie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, donc vous comprenez bien que je vais vous entretenir du Canada, j'aimerais faire un petit détour historique. Il m'a semblé utile de retourner aux écrits du géographe Onésime Reclus, l'inventeur, semble-t-il, du terme francophone, francophonie, dont il a usé d'ailleurs pour la première fois dans un ouvrage France, colonie, Algérie, publié en 1886, dont il a usé clairement pour décrire notamment les minorités françaises du Canada, telles qu'elles apparaissaient à la fin du 19e siècle. Vous allez voir pourquoi je fais ce détour par Reclus, parce qu'ensuite, je vais conclure par lui. Alors, qu'est-ce que fait Reclus? C'est un penseur souvent cité dans les études sur la francophonie, mais on ne s'arrête pas trop à lui, il n'a pas l'air trop sérieux. Bon. Alors, il s'emploie à faire l'inventaire de ce qu'il appelle la France ultramarine. On est quand même dans un contexte, la Troisième République française, elle a un empire colonial en édification. Alors, monsieur le géographe va faire un inventaire. Alors, il cherche à cerner les parlants français, qu'ils soient dans l'Empire français ou en dehors. Il faut s'arrêter d'abord à sa vision de ce qu'est la langue. Il a une vision politique et nationale de la langue. Pour lui, c'est la langue qui fait le peuple. Il cite même du latin pour nous en convaincre. Et en faisant son inventaire des parlants français, il cherche à identifier ceux pour qui le français est la langue nationale, une langue de lien social. Pour lui, la langue exprime la vie collective, donc il veut repérer des parlants français pour qui le français révèle cette dimension. Il est intéressant de voir qui il exclut de son inventaire. Il exclut notamment les lettrés, les diplomates qui utilisent certes le français, mais qui, selon Reclus, pourraient un jour ou l'autre abandonner le français pour une autre langue. Ensuite, il exclut de son inventaire les parlants français voués à l'assimilation. D'ailleurs, il cite le cas des immigrés du Canada français très nombreux aux États-Unis au 19e siècle et par aussi au 20e siècle. Donc, il les exclut de son inventaire. Cependant, il inclut dans son inventaire les différents francophones du Canada, mais également les Alsaciens qui sont devenus possession d'empire depuis la guerre franco-allemande de 1870. Il ajoute à ces parlants français une autre catégorie, les francisables, soit les peuples du Maghreb, subjugués par la France, mais qui sont érigés en lui, et là je reprends ces termes, en français par destination. Les Français par destination. Et ce qui est fascinant dans son ouvrage, enfin, il y en a plusieurs, c'est qu'il met en regard, d'un côté, ces francophones du Canada, qu'il trouve admirables par leur vitalité et leur fécondité, et d'autre part, ces francisables de l'Afrique du Nord. Les premiers incarnent le souvenir, les autres, l'avenir. Et je dirais, en relisant Reclus, qu'il fait entrer dans la catégorie de francophones deux catégories de dépossédés politiques. Les premiers, ces minorités françaises devenues sujets d'un empire étranger, l'Empire britannique, qui finalement n'ont conservé que la langue et une fécondité louable, au point d'ailleurs que, selon Reclus, on pourrait mobiliser ces Canadiens français pour peupler l'Afrique du Nord ou Madagascar. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Et puis, il y a de l'autre côté, donc, ces Français vus comme une promesse, même si on ne sait pas trop si on va leur partager que la langue, mais également la citoyenneté. Il a aussi utilisé un autre terme, francisant, concurremment celui de francophone dans ses ouvrages, mais comme on le sait, c'est le terme francophone qui a connu une certaine fortune à partir des années 50-60. Donc, si on a retenu de lui la notion de francophone et de francophonie, il reste qu'on a largement laissé de côté aujourd'hui sa vision politique et nationale de la langue. J'en veux pour preuve le fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on comptabilise les francophones, quand on regarde les statistiques, les recherches
les études faites soit par des pays, le Canada, la France, ou la francophonie, ou les organismes universitaires, ont privilégié aujourd'hui une conception purement linguistique de la langue. Le francophone, c'est un locuteur qui a une capacité linguistique qu'on mesure de différentes façons, et dans certains cas, le francophone possède une capacité minimaliste. Soutenir une conversation en français, écrire un petit texte, il n'est pas nécessaire que ce soit une langue maternelle. Et on inventorie des francophones, souvent indépendamment du contexte sociopolitique de la langue. Deux conséquences de cette conception purement linguistique de la langue, on a parfois tendance, selon moi, à gonfler le nombre de francophones. Alors, un exemple que j'ai toujours trouvé amusant en lisant certaines de ces études, il y aurait presque autant de francophones au Royaume-Uni qu'au Canada. Il y en aura même plus en Italie et en Allemagne qu'au Canada. Alors, j'aimerais bien voir où se trouvent les peuples parlant français en Bavière ou au-delà du Val d'Aoste en Sardaigne. Bref. Et aussi, à mon avis, c'est pas mon avis, mais c'est l'avis de plusieurs, dont Jean-Marc Léger, que vous avez cité tout à l'heure, on s'éloigne souvent de la vision partagée par le grand public de ce qu'est être francophone. C'est peut-être pas vrai pour toutes les aires francophones de la planète, mais du moins pour certains pays, être francophone veut dire être de langue française. Et ça signale donc une appartenance sociale, etc. Cette vision dépolitisée de la langue a prospéré au Canada. Et là, c'est mon propos principal. Une ancienne colonie britannique qui a incorporé dans son fonctionnement interne les ressorts du gouvernement impérial. Et j'ai soutenu dans un ouvrage publié il y a 2 ans que le Canada est toujours un empire. C'était d'ailleurs une intention fondatrice qui s'est maintenue, qui s'est transformée à travers le temps. Ce tropisme impérial se reflète notamment dans la manière dont le Canada a traité sa minorité nationale de langue française. Alors, je vais énumérer quelques exemples pour que vous compreniez. Tout d'abord, le Canada a écarté le concept de langue nationale pour celui de langue officielle pour définir sa politique linguistique. Ce choix n'est pas innocent. Il évitait aux autorités fédérales de reconnaître en fait que la langue française est source d'un fait national. L'État canadien a toujours cette obsession d'empêcher l'émergence d'une nation québécoise ou d'une nation canadienne-française. Le concept de langue officielle connaît plus qu'il a trouvé dans le droit linguistique suisse, qui distinguait d'ailleurs à l'époque, dans les années 60, entre la langue nationale et la langue officielle. Distinction qui a disparu d'ailleurs du droit constitutionnel suisse. Mais cette distinction a été récupérée par le Canada. De cette manière, donc, le Canada, a déjà, qu'on pourrait dire, neutralisé la portée de son geste, ne serait-ce qu'en choisissant le terme d'officiel plutôt que de national. Ensuite, il a individualisé le fait de la langue, devenu, suivant sa politique, un simple choix personnel, une option que l'individu exerce auprès des pouvoirs publics, seulement là où le nombre de locuteurs le justifie, pouvoir exiger un service dans la langue du minoritaire. Donc, à la limite, le français n'existe que parce qu'il y a une demande agrégée de plusieurs individus pour exiger tel service. Donc, c'est une vision assez réductrice qui est ainsi imposée à la lecture de la langue. Ensuite, il a érigé, l'État fédéral, sa politique linguistique sur la base d'une symétrie fallacieuse entre les francophones hors Québec et les anglophones du Québec. Donc, les premiers, en supposant donc qu'il y aurait une symétrie de conditions entre les uns et les autres, comme si, dans les cas comme dans l'autre, les minoritaires hors Québec de langue française et les anglophones du Québec, ils seraient tous les deux assujettis à des majorités supposément obtuses, voire oppressives. Cette symétrie a servi de fondement à la reconnaissance du droit linguistique qui, au Canada, sont constitutionnalisés. On peut les invoquer devant les tribunaux. Et grâce à ces droits, on a pu annuler des pans entiers de la politique linguistique québécoise qui est concurrente de la politique fédérale. Et aussi, un des adages de l'Empire
britannique, c'est diviser pour régner. Une des conséquences de cette symétrie, c'est que souvent, les francophones hors Québec se sont trouvés à plaider des arguments complètement différents de ceux du Québec devant le prétoire. Et Ottawa aussi s'est servi de cette symétrie pour arroser de subventions très généreusement à la fois les minoritaires francophones hors Québec, mais aussi les anglophones, comme si l'anglais était menacé par le français. Ensuite, la politique linguistique fédérale s'est adossée à l'idéologie du multiculturalisme canadien. On comprend mal le multiculturalisme canadien à l'étranger parce qu'on a l'impression que ça veut dire tout simplement, oui, il y a une diversité de cultures, de communautés venant de l'étranger. Multiculturalisme canadien, c'est plus que ça. C'est vraiment une idéologie qui sépare la langue de la culture. La langue est un choix personnel et au nom d'une vision libérale des choses, l'État ne doit pas se mêler de la culture. Alors là, il peut choisir qu'une langue soit officielle, là, il répond à des demandes individuelles de services, mais il n'est pas à la responsabilité de soutenir une culture par des choix politiques appropriés. Et ça a aussi comme conséquence, cette politique, de confondre les minoritaires de langue française avec toutes les communautés d'immigration, d'où qu'elles viennent, mis sur un même pied d'égalité. Il faut aussi observer que le Canada, en fait, n'observe même pas l'avis rendu par le Comité des droits de l'homme de l'ONU en 1993, dans lequel avis le comité estimait que les anglophones du Québec ne forment pas une minorité au sens du pacte des droits civils et politiques. C'est l'ensemble du Canada français ou des minoritaires de langue française qui forment une minorité au regard du droit international, ce qui n'a jamais été internalisé par le Canada. Donc, pour comprendre aussi la fortune du terme de francophone, il faut comprendre aussi que le discours sur la francophonie au Canada s'est développé dans deux contextes qu'il faut distinguer. D'abord, les minoritaires francophones hors du Québec qui ont peu à peu repris à leur compte l'idée de la francophonie pour se désigner eux-mêmes, mais en laissant tomber souvent leur vieille identité canadienne-française. D'ailleurs, beaucoup d'associations vont abandonner l'étiquette canadienne-française pour la remplacer par francophone de telle province, de telle autre, etc. Par ailleurs, ces minoritaires qui vivent en communauté francophone, évidemment, se projettent désormais dans un espace francophone canadien. C'est un terme qui est abondamment utilisé, mais qui, en fait, sur le plan politique et institutionnel, ne veut absolument rien dire. L'espace francophone, ça ne veut rien dire. Dans un pays fédéral, il y a un État fédéral, des États provinciaux, mais il n'y a pas d'espace francophone. C'est juste une figure de rhétorique, mais qui a aussi comme conséquence que souvent ces francophones hors Québec ont cessé de développer un langage politique pour se positionner dans le système politique canadien. Et il faut savoir aussi que oui, l'étiquette de francophone est très ambiguë. Elle peut supposer que le francophone hors Québec parle tout le temps français, sauf lorsqu'il sort de la maison. Mais bon, les gens qui travaillent avec eux savent très bien que plusieurs s'identifient plus comme bilingues que comme francophones. Et je peux citer une anecdote. Un député du Bloc québécois, un député fédéral, racontait dans une conférence qu'il a surpris 2 ministres francophones hors Québec du gouvernement Trudeau actuel parlant en anglais dans les corridors du Parlement à Ottawa. C'est un détail. Quant au Québec, il faut savoir, oui, le Québec a repris à son compte ce discours de la francophonie, mais dans un contexte, on pourrait dire, où les grandes revendications d'émancipation nationale au Québec, finalement, ont buté sur un double échec. Échec des indépendantistes avec les 2 référendums, mais aussi échec des fédéralistes québécois qui pensaient rénover le Canada pour faire de meilleure place au Québec et qui finalement ont abouti également à un échec, la réforme constitutionnelle en 1992. Donc, c'est donc pas étonnant que quelques années plus tard, dans les énoncés politiques du gouvernement du Québec, on se met soudainement à célébrer la francophonie canadienne, qui, comme je l'ai souligné, ne veut pas dire grand-chose sur le plan institutionnel et politique au Canada. Par ailleurs, on présente souvent le Québec comme un champion de la langue française.
on peut y mettre quand même des bémols. Premièrement, premier élément qui est peu connu, oui, le français est langue officielle, mais l'anglais est une langue officielle pour moi, non déclarée. Dans les faits, l'anglais est une langue parlementaire, une langue judiciaire, une langue administrative au Québec, et c'est une langue utilisée dans plusieurs municipalités officiellement bilingues. Ensuite, une chose qui est peu connue, c'est que l'anglais est demeuré au Québec une langue nationale d'intégration des allophones, donc des enfants d'immigrants, mais de plus en plus des francophones, des franco-québécois. Et ça se fait où? Dans le système d'éducation postsecondaire. Nous avons un système d'éducation postsecondaire très bizarroïde, c'est-à-dire qu'on a un marché aux étudiants qui fait en sorte qu'un jeune Québécois de 17 ans, après avoir terminé ses études secondaires, peut avoir le choix de poursuivre sa scolarité tout en anglais ou tout en français. Et c'est payé par l'État. Donc, on met en concurrence des établissements de langue française avec des établissements de langue anglaise. Et en fonction des inscriptions, l'État envoie un chèque à ces institutions. Eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un engouement qui va grandissant des établissements de langue anglaise auprès des allophones, mais aussi de plus en plus des francophones du Québec. Et j'en sais quelque chose, puisque les inscriptions dans ma propre université, l'Université de langue française à Montréal, chutent depuis 2015, notamment au profit d'une gestion de langue anglaise. Ce qui a fait dire d'ailleurs à un statisticien qui a consacré sa vie à étudier les faits de langue au Canada, Charles Castonguay, que l'anglais a conservé, même au Québec, sa supériorité sur le français comme langue d'assimilation. Je conclus. Alors, qu'est-ce qu'un francophone au Canada? Je reprendrai Onésime Reclus. Je dirais qu'un francophone au Canada, c'est un anglophone par destination. Et déjà, Reclus disait du Canada que c'est un pays francophobe. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les mots qui se terminent par cette terminaison grecque sont très à la mode, là, les amphobe. Alors, je vais moi-même en créer un. Je dirais que le Canada, c'est un empire francophage, mais qui existe en multipliant les francophones. Merci beaucoup pour ce voyage dans les réalités francophones du Canada et du Québec. On va passer maintenant à une autre région, le Val d'Ost. Donc en entendant Celeste Frezé D'Amato, diplômée en francophonie et relations internationales à l'Université de Lyon 3, et qui va nous présenter une communication intitulée « La francophonie en débat, le cas du français langue officielle, mais en situation minoritaire au Val d'Ost ». On vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente... Ok, parfait. Je vous présente mon sujet de contribution. Donc, le cas du français langue officielle, mais en situation minoritaire au Val d'Ost. Cette contribution repose sur des éléments de recherche réalisés en 2022 pour la rédaction de mon mémoire de recherche dans le parcours francophonie et relations internationales. Et je me suis intéressée donc à cette région italienne, un statut spécial depuis 1948, où l'italien et les français sont les langues officielles. Donc,
position géographique stratégique de la région est située au nord-ouest de l'Italie, proche des voisins suisses et français. Concernant l'analyse des données pour cette recherche, je suis physiquement allée au Val d'Aoste, précisément à la ville d'Aoste, pour effectuer ma démarche d'anthropologue et recueillir mes données que je crois données sur place, qui ont eu une valeur inestimable pour mon projet de recherche. J'ai effectué d'abord des recherches antérieures avec des données qui dataient par rapport à la période de mon mémoire. Donc, plus ou moins, c'était des données à partir des années 2000. Donc, en 2022, il y a une longue période où il n'y avait pas énormément de recherches. Donc, voilà mon séjour à la ville d'Aoste. Donc, cependant, l'effet d'étudier un environnement linguistique dans un temps limité, mais aussi dans un espace limité, parce que je suis restée que dans la ville d'Aoste, peut également rendre les dynamiques de la recherche de travail très compliquées. Souvent, c'est simplement le fait de considérer un cas d'étude qui, au fur et à mesure, pendant le temps, il change. Donc, par exemple, les plans et les hypothèses élaborées, une fois sur place, peuvent changer. Et c'est là qu'il faut, je crois, utiliser créativité et analyser sur tous les points de vue les données qu'on va requérir une fois sur place. C'est ce que j'ai cherché de faire. Donc, je me suis focalisée sur une analyse sociale, sur l'usage de la langue, mais aussi matériellement l'affichage du français et de l'italien dans la ville d'Aoste pour analyser le paysage linguistique une fois sur place. Donc, j'ai choisi le cas du Val d'Aoste, un cas peut-être peu connu au niveau de la francophonie, pour réfléchir cette question linguistique. Donc, la réalité dynamique de cette région, surtout au niveau linguistique, m'amène à réaliser cette contribution. 3 points essentiels. Donc, le point stratégique au niveau géographique, mais aussi la linguistique, pour le bilinguisme que la région possède encore aujourd'hui, mais aussi la politique d'autonomie qu'elle garde pour le fait d'être francophone, la région. Donc, sujet qui se construisent autour de 2 points, ce que je vais illustrer rapidement de cette contribution. La place, c'est les politiques linguistiques qui entourent le français au Val d'Aoste, mais aussi la dimension, une analyse de la dimension francophone du Val d'Aoste vis-à-vis de cet espace francophone. Donc, comme j'ai dit, un corpus juridique, notamment les articles 38, 39, 40 et 40 bis, protège le bilinguisme de la région, donc le français et l'italien comme langue officielle avec un pied d'égalité bien écrit noir sur blanc dans les articles. Et on a donc les 2 langues officielles qui sont le français et l'italien. Donc, l'étude de ces territoires, avant d'analyser les 2 points de la problématique, nous amène à considérer un cadre théorique qui repose sur 3 points essentiels, la diglossie, une hiérarchisation langagière à l'intérieur de la région et le bilinguisme. Donc, la diglossie dans ces territoires est favorisée par le fait d'avoir le français comme langue officielle, mais aussi le patois, le franco-provençal, présent encore aujourd'hui dans la région. Il représente, je l'ai bien remarqué pendant mes entretiens, la langue du quotidien et la langue du cœur de la région. Cette diglossie, avec cette variété haute, on peut dire la langue de prestige, que c'est le français, qui représente vraiment un morceau du patrimoine historique de cette région, et la variété basque, notamment le franco-provençal, qui est encore aujourd'hui utilisé à l'intérieur de la région. L'effet d'avoir les 2 variétés nous amène en sorte de hiérarchisation langagière, donc un phénomène purement et très spécifiquement de la sociolinguistique. Au même moment, le fait d'avoir 2 idiomes sur un même territoire, qu'il soit une langue officielle ou une variation ou un patois, peut amener aussi à des conflits à l'intérieur d'un territoire. Et je voudrais insister aussi sur un 3e point de cadre rhétorique, que c'est le bilinguisme, parce qu'il est intégral, c'est-à-dire le secteur de l'éducation englobe soit l'italien, soit les français. Il ne s'agit pas d'école française et école italienne, mais les 2 langues sont à l'intérieur du système éducatif de la région. Et la région insiste beaucoup sur ces points parce qu'ils permettent aussi de faire valoriser le français qui perd de vitesse par rapport à l'italien dans cette région. Et il représente, surtout au niveau historique, une sorte de
langue de prestige. Donc, bilinguisme constitutionnellement égalitaire, mais aussi social, parce qu'il a une liberté de choisir de parler le français ou l'italien. Clairement, la langue au quotidien, c'est que j'ai plus entendu une fois sur place, c'est l'italien, mais j'ai réussi aussi à entamer des entretiens en français. Donc, les deux langues coexistent à l'intérieur de cette petite région. Donc, portée linguistique, langue officielle et langue du quotidien, comme j'ai illustré précédemment. Pour comprendre la présence de ces trois langues à l'intérieur du territoire, une frise chronologique des trois idiomes analysés, donc français, italien et patois. Le français, il est arrivé avec les Francs en 575, qui a caractérisé la franchisation du territoire, et la mise en place de l'édit de Rivoli en 1561 a favorisé cette francisation officielle de la région. Pour l'italien, cette diffusion de cette langue, elle a commencé avec l'unification du royaume d'Italie en 1861. Et une autre période historique très particulière, c'est celle de Mussolini, qui a caractérisé l'uniformisation linguistique de ces territoires avec son régime fasciste, donc très dictatorial, à partir de 1922. Donc une série de vagues d'immigration et de régimes fasciste a causé un ralentissement progressif de toutes les langues présentes dans les différentes régions de l'Italie même, pas seulement le Val d'Aoste, pour chercher d'imposer l'italien comme unique langue à l'intérieur de tout le pays. Et on arrive jusqu'au moment où la statut spécial d'autonomie qui repose sur cette francophone de la région à partir de 1948. Pour le patois, une variation locale très bien installée à l'intérieur de la région, langue du cœur, langue du quotidien, comme j'ai dit avant. Et même au niveau linguistique, on peut reconnaître une sorte de patois de haute-vallée et basse-vallée, ce niveau langagère qui change, qui a vraiment la variation du franco-provençal. Concernant l'étude des affichages, donc quelque chose de concret que j'ai remarqué une fois sur place, c'est l'utilisation l'alternance de l'italien et du français dans plusieurs affichages, donc soit au niveau informatif, soit on peut dire comme une sorte de fonction symbolique. Donc, on voit en étude de l'environnement urbain qui représente les pratiques sociales à l'intérieur de la région. Donc, j'ai pris des photos, notamment la signalisation routière majoritairement en italien. À la gare, on voit une signalétique bilingue français et italien, un bilinguisme intégral pour les signalétiques concernant l'université et un lycée. On rentre toujours dans le système de l'éducation qui repose sur cet bilinguisme intégral à l'intérieur de l'éducation. Donc l'intégration valdôtaine à l'intérieur de l'espace francophone et européen, elle est bien existante, parce que le français représente pour cette région non seulement une autonomie régionale, mais aussi une langue d'ouverture. Elle permet d'instaurer plusieurs coopérations transfrontalières avec la Suisse et la France, notamment les deux pays voisins. Et dernièrement, j'ai fait des autres recherches concernant la coopération de Val d'Aoste avec la Suisse. Il y a ce projet typical qui concerne une filière alimentaire pour des collaborations au niveau de fromage. Et donc, ça touche tous les côtés. Concernant l'espace européen, on a le programme Alcotra qui, ça fait des années qu'il représente un point important pour le Val d'Aoste, parce qu'il peut tranquillement entrer en contact avec des autres pays, pas seulement les pays voisins. Et un autre projet européen, c'est l'espace Mont Blanc, qui concerne le tourisme, clairement, parce que le Mont Blanc représente un élément essentiel même pour l'UNESCO. Donc c'est un élément en plus, donc au niveau de son paysage, pour entrer en contact avec les autres pays francophones et non. Donc on voit cette contact avec plusieurs pays. Concernant une réflexion sur le français, qui représente une langue de prestige malgré le ralentissement à l'intérieur de la région et représente aussi un élément pour dépasser les frontières.
On a vu plusieurs coopérations transfrontalières, mais aussi au niveau européen, donc international, pour la région. Et j'insiste sur le mot région parce qu'il ne s'agit pas d'un pays, mais c'est une région autonome à l'intérieur d'un pays que c'est l'Italie. Et le français donc, permet de l'interaction et de la coexistence avec plusieurs pays voisins, à la fois langue de prestige, mais aussi, utiliser le concept de M. Trenel de langue de poche. C'est une langue qui existe sur les territoires, qu'elle est affichée, qu'on la reconnaît, mais qui est utilisée dans des contextes particuliers. Par exemple, il y a beaucoup de concours au Val d'Aoste, au niveau de l'administration, où le français il est obligatoire. Donc, il a une partie en italien et une partie en français. Et clairement, qui connaît le français, il a un avantage par rapport à qui parle seulement l'italien. Et c'est une langue aussi très utilisée dans la région. Et donc, pour conclure, il est complexe de définir la présence à long terme de cette langue, mais il est sûr que le français, pour toute son histoire, pour le prestige qu'il garde et pour la possibilité qu'il donne à la région de rayonner à l'international, mais aussi dans l'espace francophone, représente une source importante pour valoriser la région à l'international dans plusieurs domaines, que ce soit l'université, que ce soit des projets de travail, que ce soit aussi une sorte d'inclusion à l'intérieur même de la région, une série de concours et au niveau aussi de l'éducation. Merci. Merci beaucoup pour ce voyage dans une situation où on s'aperçoit que finalement, le français peut être su sans être parlé et peut être aussi utilisé comme un instrument par les institutions elles-mêmes, d'une certaine manière pour se démarquer des autres institutions au sein de l'espace politique italien. Donc merci Celeste. On va passer à la dernière intervention, donc une intervention en ligne, celle de Mourad Loussini. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Oui. Donc on va essayer maintenant de vous voir. Voilà, on va essayer de brancher la caméra. Je pense que c'est à vous de la brancher, hein, c'est ça ? Ben, c'est bon. C'est bon ? Oui, attends. Est-ce que c'est... Alors, je vais partager le PowerPoint. Là. Ah, il y a un PowerPoint. OK, pardon. Oui. Donc là, on le voit. Oui, c'est ça. Hop. Et en plus, alors, mode présentation. Est-ce que c'est OK pour la présentation ? Alors, je vais partager. Il faudrait faire plein écran. Est-ce que c'est OK ? Oui, on l'a vu. Est-ce que tout est bon ? Pour l'instant, on ne l'a pas sous les yeux, la présentation. En fait, vous l'avez retirée, je pense. Elle était sous les yeux. Ouais, Et maintenant ? on l'avait sous les yeux, on ne l'a plus. Attends. Je vais essayer également. Et là, c'est OK ? Non. Non. Attends, je vais essayer. Attends. Je vais réessayer. Alors, partager. Fenêtre. Partager. Est-ce que c'est OK ? Non. Attends. Est-ce que c'est OK maintenant ? Ah, c'est plus. Ah bon ? Ça marche. Encore une Ça fois. apparaît, ça disparaît. Attends, je vais réessayer. Fenêtre. Partager. C'est OK ? Oui. OK, je peux commencer ? Oui, vous pouvez commencer. Je vais simplement vous présenter un peu. Donc, Mourad Loussini, maître de conférence en sciences du langage. Plutôt l'Unici. Ah, l'ONICI, pardon. Exactement. Excusez-moi. Maître de conférence en sciences du langage à l'Université d'Oran 2. Et donc, vous allez intervenir sur l'Algérie et la francophonie, la langue française face aux défis mondiaux. Donc, on vous écoute. Vous avez un quart d'heure aussi. Je vous dirai, quand vous aurez plus que 3 minutes. Voilà, on vous écoute. Voilà, en tout cas, je vous remercie, voilà, mesdames, messieurs, chers auditeurs. Alors, je me tiens devant vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui revêt une importance particulière dans le paysage linguistique et culturel mondial. Ma communication porte sur l'Algérie et la francophonie, la langue française face aux défis mondiaux.
Au-delà de la simple étude linguistique, il s'agit d'explorer les dynamiques et complexes qui entourent l'utilisation de la langue française en Algérie, dans un contexte de mondialisation aux enjeux multiples. La problématique que nous examinerons concerne en particulier la place et le rôle de la langue française en Algérie à l'ère des défis mondiaux. Comment cette langue, héritage d'une histoire coloniale complexe, s'inscrit-elle dans le tissu social et culturel algérien? Quels sont les défis et les opportunités qu'elle offre dans un monde de plus en plus interconnecté? Également, parmi d'autres enjeux, nous avons celui du dialogue interculturel et humain. À l'heure où les frontières s'estompent, où les échanges culturels deviennent cruciaux, le dialogue interculturel et humain émerge comme un enjeu majeur. Comment la francophonie peut-elle servir de pont entre les différentes cultures des pays francophones? Comment la langue française peut-elle être un vecteur de compréhension et de coopération dans un monde confronté à des défis globaux, qu'ils soient environnementaux, économiques ou sociaux? Au cours de cette présentation, nous explorerons plutôt les questions complexes et nous chercherons à mieux comprendre le rôle pivot que joue la langue française en Algérie, en tant que porteuse d'identité, mais également comme outil potentiel pour surmonter les obstacles auxquels notre monde est confronté. Alors, je vous invite à plonger avec moi dans cette réflexion sur l'Algérie et la francophonie, la langue française face aux défis mondiaux. Tout d'abord, avant de commencer, j'expose le sommaire. Tout d'abord, on commence par une introduction, ensuite, contexte historique, la colonisation et introduction du français. Ensuite, nous avons le point essentiel concernant l'après-indépendance, l'évolution du statut du français en Algérie. Ensuite, nous avons le français en Algérie aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant aujourd'hui, un acteur clé dans divers secteurs. Notre point également, des défis linguistiques en Algérie, identité, tension, équilibre. Un autre point, nous allons aborder, bien évidemment, on va donner quelques propositions et perspectives pour une question équilibrée du français en Algérie. Et un autre point, défis mondiaux, le français dans la sécurité internationale et le numérique. Ajouter à cela l'intelligence artificielle. Et enfin, conclusion et perspectives. Alors, tout d'abord pour l'introduction. Alors, le français en Algérie, héritage de la colonisation, occupe une position influente dans des domaines tels que le commerce et la diplomatie. Bien que le pays ne fasse pas partie de l'OIF, il est considéré comme le troisième pays francophone au monde. Cependant, la coexistence avec les langues officielles telles que l'arabe et tamazirt, c'est-à-dire amazigh ou bien le berbère, crée des tensions identitaires. Face aux enjeux mondiaux, le français est crucial pour la sécurité et l'accès à l'information numérique. La promotion du français en Algérie nécessite ainsi une propriété équilibrée intégrant des initiatives éducatives et des partenariats avec les pays francophones, tout en préservant l'identité linguistique et culturelle algérienne. La colonisation française en Algérie a débuté au XIXe siècle avant l'arrivée des Français en Algérie. Le français. L'Algérie était sous la régence ottomane, mais la France a commencé à s'intéresser de plus en plus à la région, ou bien à l'Algérie, en raison de sa position géostratégique et de son potentiel économique. Sous le régime colonial
français, l'Algérie est devenue une partie intégrante de l'Empire français. L'administration française a été introduite avec ses institutions, ses lois et ses politiques. La colonisation a eu un impact significatif sur la société algérienne, transformant les structures traditionnelles et entraînant des changements économiques, sociaux et culturels. L'un des aspects importants de cette mutation, ou bien de ces effets de la colonisation française en Algérie, a été l'effort visant à imposer la langue française. La politique linguistique de l'époque du système colonial a joué un rôle central dans la stratégie d'assimilation culturelle, linguistique des autorités coloniales. L'éducation a été un moyen clé pour diffuser la langue française. Les écoles françaises ont été créées et l'enseignement en français a été encouragé, contribuant ainsi à la francisation d'une partie de la population. Selon Frantz Fanon, auteur de Les damnés de la terre, la colonisation française a duré plus d'un siècle, ayant un impact négatif sur la culture et la langue algérienne, ou bien les langues algériennes, dont l'arabe et tamazir, donc le berbère. En outre, Albert Memmi souligne dans son livre « Portrait du colonisé », précédé du portrait du colonisateur, il met en lumière l'aliénation linguistique et culturelle imposée par la colonisation française et qui a profondément marqué la psyché même des Algériens. La façon dont les Algériens perçoivent leur propre identité culturelle est influencée par cette aliénation linguistique qui a été un aspect important de la domination coloniale et de la lutte pour l'indépendance. De nos jours, actuellement, l'influence française est toujours présente en Algérie. Le français est encore largement parlé et utilisé dans divers domaines malgré l'indépendance du pays en 1962. Cependant, la présence du français crée des tensions car elle pose des questions sur l'identité culturelle et linguistique de l'Algérie. Maintenant, nous passons au statut du français à l'après de l'indépendance. Après l'indépendance, en 1962, l'Algérie a connu une transition linguistique complexe. Bien que l'arabe soit devenu la langue officielle, le français persiste dans des domaines tels que le commerce, le tourisme et la diplomatie, créant ainsi une dualité linguistique paradoxale. Décrite par Pierre Bourdieu, cette coexistence soulève des questions sur l'identité culturelle. Par rapport à son évolution, la transition post-indépendance se divise en 3 phases selon les sociolinguistes algériens et français. La première, marquée par une rupture avec la langue coloniale, initie une politique d'arabisation malgré les tensions linguistiques réelles. Ensuite, la deuxième phase reflète les conflits persistants entre le français et l'arabe, témoignant ainsi, bien évidemment, des contradictions au sein de la société algérienne. La troisième phase voit la diversification linguistique avec le français qui coexiste avec l'arabe, tamazir, et enfin l'anglais. Et cela illustre bien évidemment la complexité du paysage linguistique algérien. Aujourd'hui, bien évidemment, malgré l'arabisation et bien évidemment le statut l'arabisation, on peut dire que voilà, le français demeure toujours une langue importante dans divers domaines. Nous avons, par exemple, dans le domaine du commerce.
alors fréquemment utilisé dans le commerce pour les échanges avec les pays francophones. Les entreprises algériennes tirent bien évidemment profit de la connaissance du français pour établir des alliances internationales et gagner une position avantageuse sur le marché mondial. Dans le domaine du tourisme, l'Algérie attire bien évidemment de nombreux touristes francophones, facilitant ainsi les échanges culturels et le partage d'expériences. Le français également est un moyen de commerce, de moyen de connecter les visiteurs à la riche culture algérienne et contribuant ainsi à une expérience enrichissante pour tous. Sur la scène internationale, l'Algérie exerce son influence sur les questions internationales en participant activement aux instances diplomatiques où le français est dominante. La connaissance du français permet à l'Algérie de participer aux échanges internationaux et de défendre ses intérêts à l'échelle mondiale. Bien évidemment, pour faire face à certaines problématiques concernant du statut de langue française en Algérie, nous avons quelques propositions et perspectives pour une gestion équilibrée du français en Algérie. Tout d'abord, il faut reconnaître le français comme une langue de grande valeur culturelle, scientifique et économique, faisant partie du patrimoine algérien, valoriser la grande richesse linguistique de l'Algérie, reconnaissant l'importance de l'arabe classique, de l'arabe dialectal, du berbère, dont nous avons le kabyle, le chaoui, et ainsi de suite, et du français. Ensuite, il est important de promouvoir le plurilinguisme en tant que ressource enrichissante et complémentaire, jouant ainsi un rôle clé dans la promotion de l'intégration régionale et nationale. Parmi les points importants, nous avons les défis mondiaux. Le français dans la sécurité internationale et le numérique. Le rôle crucial l'un des points, nous avons le rôle crucial dans la sécurité internationale. Comme nous le savons très bien, le français est crucial dans la sécurité internationale en tant que langue officielle des Nations Unies et des Nations européennes et de l'Union européenne. Utilisé également, le français bien évidemment est utilisé dans les négociations diplomatiques et les discussions sur les questions mondiales sensibles. Il vous reste 2 minutes. Il vous reste 2 minutes. Oui, bien sûr. La coopération dans le maintien de la paix. Alors, le français joue un rôle important dans la maîtrise. Alors, la maîtrise du français renforce la coopération entre les pays francophones dans le maintien de la paix et la résolution des conflits. Dans le domaine numérique et l'intelligence artificielle, le français joue un rôle clé dans le domaine numérique pour préserver sa position de langue d'influence et de prestige. Également, il est important de valoriser le français en ligne qui va favoriser son utilisation parmi les populations mondiales connectées. Le français également nous permet également à accéder à des informations stratégiques sur Internet. Bien évidemment, parmi les défis de la langue française, il y a la prédominance de l'anglais. Comme vous savez très bien, le défi de la prédominance de l'anglais sur Internet et dans des technologies de l'information dernièrement a fait que le français a perdu énormément d'influence, mais ça n'empêche que le français demeure une langue vivante, importante sur la scène internationale. En conclusion, en 1 minute, alors en raison de son riche héritage linguistique, l'Algérie doit relever des défis liés à son identité linguistique. Façonnée par l'héritage de la colonisation française, malgré ses complexités, l'influence française offre des opportunités dans des domaines tels que la sécurité internationale et le numérique. En tout cas, je ne sais pas j'en ai plus de temps, oui ou non. Est-ce que j'ai encore 1 minute de plus?
Allez-y. Bien. Alors, les collaborations éducatives et culturelles avec les nations francophones peuvent être bénéfiques, reconnaître la valeur du français tout en préservant l'identité linguistique algérienne, nécessite une gestion équilibrée, favorisant ainsi la coexistence pacifique et offrant à l'Algérie une communication efficace à l'échelle internationale. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup à vous. Oui, c'est OK. Alors, je pense qu'on a le temps pour quelques questions. On va se prendre un 5-7 minutes. Donc, est-ce que parmi les personnes de la salle ou les personnes du panel, il y aurait des questions pour les uns, les autres, les unes, les autres? J'ai deux questions, une à M. Chevrier et une à notre collègue qui travaille sur le Val d'Ost. Alors, M. Chevrier, vous avez un petit peu parlé de cette étiquette être francophone qui n'a pas le même sens, si je comprends bien, en Italie ou au Québec ou au Canada. Est-ce que vous pensez que ça serait bien différent si je dis être anglophone en Italie ou même en France? Vous croyez que c'est la même chose que être anglophone en France et au Canada? Parce que moi je parlerais, franchement, je dirais qu'il y a du globichophone chez nous, pas tellement, enfin si, ça a progressé, on est plus anglophone qu'autrefois, mais enfin, croyez-moi, il y en a des gens qui se disent anglophones et qui ne le sont pas. Oui, écoutez, ce sont des mots évidemment polysémiques, c'est des mots avec plusieurs tranchants. Au Québec, au Canada, ce sont des mots qui servent à désigner des gens qui vivent au Canada, au Québec, peu importe, et on les catégorise en fonction de leur langue la plus usuelle dans la vie. Alors, quand on parle de francophone au Québec, on parle généralement de gens dont c'est la langue maternelle ou des gens dont le français est vraiment devenu la langue de tous les jours, même s'ils ont peut-être des origines qui ne sont pas québécoises. Et on utilise ce mot-là également pour désigner les minorités hors Québec. Mais lorsqu'on regarde les études, c'est ce que j'ai voulu dire, on lui donne aussi un autre sens, un sens d'un dérivé un peu de la statistique sociolinguistique. Et là, on crée des francophones ou des anglophones par le fait qu'ils connaissent un peu la langue, mais ça ne veut pas dire que ça correspond à une identité sociale ou politique dans la vie de tous les jours. Donc, est-ce qu'un anglophone, par exemple, qui aime bien le français, on peut dire que c'est un francophone? Puis je peux vous raconter une anecdote qui va vous faire réfléchir. Un jour, je suis allé à un théâtre à Montréal où on jouait une pièce écrite par un franco-ontarien. Bon, c'est rare qu'on voit du théâtre franco-ontarien à Montréal. Ça vous montre qu'il y a même beaucoup d'étanchéité au Canada entre les différentes souches françaises, francophones. Et à côté de moi, il y avait un anglophone, un jeune anglophone, montréalais probablement. Je l'ai su parce que pendant la pause, j'ai entendu parler avec sa copine. J'écoute un petit peu à côté. Et à la fin de la pièce, il dit « Ah, mais c'est facile le français. La moitié des mots sont déjà en anglais. » Voilà. C'est la moitié des mots anglais qui sont français. Ben là, si on recule loin, là, si on revient à l'anglo-normand, c'est ancien tout ça. Alors, j'ai une deuxième question. Autrefois, je me promenais beaucoup dans les montagnes alpines et il nous arrivait souvent de rencontrer des Valdôtains ou des Italiens. Nous n'avions aucune difficulté à discuter ensemble, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hélas. Même si je dirais que moi, je suis souvent au Savoyard, il y a des mots de patois qui sont les mêmes que dans le Val d'Ost ou même qu'en Suisse. Donc, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, l'anglais a pris une importance énorme en Italie, ce que je regrette personnellement, parce qu'à vrai dire, on constate qu'il y a la similitude des langues romanes. Vos photos montraient que dans la gare,
il y avait pratiquement la même terminologie pour désigner les espaces en italien et en français. Il n'y a pas besoin de parler italien pour parfois comprendre. Donc, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution qui fait que finalement, c'est une réforme qui a fait que l'anglais a pris une importance parce qu'on a imposé aux jeunes Italiens. Je ne sais pas si vous avez étudié ça plus profondément, mais moi, je trouve ça intéressant de reparler de ces langues romanes qui, finalement, ont des similitudes. Alors, moi, personnellement, en Italie, pendant ma période, quand j'étais au collège, je pouvais choisir encore entre l'anglais et le français. Aujourd'hui, par exemple, parce que j'ai mon frère qui était au collège jusqu'à l'année dernière, on pouvait choisir aussi avec l'espagnol. Donc, oui. Donc, c'est juste pour dire que le français, il a toujours été à côté de l'anglais, donc même dans les écoles. Mais le fait d'avoir une ouverture où dans la grande partie des pays, il se parle d'abord l'anglais et après une autre langue, fait que justement l'anglais, ça devient presque une langue qu'on doit connaître de base avec une autre langue à côté. Donc le fait des fois de parler seulement anglais, ça ne veut pas dire qu'on peut avoir accès à tous les postes ou visiter tous les pays. Donc on peut dire que l'anglais, ça devient une langue qu'on doit connaître par acquis. Donc voilà, on doit connaître l'anglais, on dit comme ça. Et le fait je peux dire, diversifier une personne par l'autre, c'est d'ajouter une autre langue à côté. C'est ça qui fait la diversité. Moi, je parle, l'italien, c'est ma langue maternelle, je peux dire langue première. Le français, je l'ai pris en France. Et au début, je parlais bien l'anglais, parce que je l'ai étudié au collège et au lycée. Pour étudier le français, j'ai mis de côté l'anglais. Et aujourd'hui, je parle bien le français et je commence à oublier l'anglais. Et quand je parle en anglais, je ne fais même pas confusion avec l'italien, je fais confusion avec le français. Parce que c'est l'autre langue que j'ai pris à côté de l'italien. Donc, et concernant le français en Val d'Ost, dans mes entretiens, il y avait une dame qui était une prof, donc elle donnait des cours au Val d'Ost. Il m'avait dit pendant cet entretien que de base, les personnes ou les gens qui parlent le patois, ils ont beaucoup plus de facilité à parler le français, parce qu'il a beaucoup de mots qui se ressemblent ou qui sont les mêmes dans les deux langues. Et des fois, le fait de parler français, c'est même pas une question de communication de tous les jours. C'est le fait de connaître le français, d'appartenir à une élite de la région ou de reconnaître des origines historiques de la région même. Donc, et ce qui est bien, c'est que j'ai une autre réflexion, et qu'en Italie, en général, tout est lié surtout à les variations locales. Moi, par exemple, je viens du Sud, je viens de Naples, et je connais le dialecte de ma région. Mon frère, qu'on a 12 ans de décalage, il connaît le dialecte. Il y a des variations entre les mots, parce que c'est une langue qu'on transmet de façon orale. Mais on garde toujours la connaissance du dialecte. Parce qu'avant de connaître l'italien, pour moi, morceau identitaire, pour dire je viens de cette région, il faut connaître le dialecte de cette région. Sans oublier clairement la langue qu'il a, que c'est l'italien. Et je vois une ressemblance aussi dans les pays du Maghreb, où une grande partie, il connaît le dialecte et l'arabe littéraire à côté, sans oublier que le côté dialecte représente un morceau identitaire très important qu'il ne faut jamais mettre... Voilà. Exactement. Parce que moi, le fait de connaître le dialecte de ma région représente une valorisation parce que je le connais. Et mon dialecte, c'est pas le dialecte qu'il y a à Milan, c'est pas le dialecte qu'il y a en Sardaigne, c'est pas le dialecte qu'il y a en Sicile, parce qu'on ne se comprend même pas. C'est pas du tout la même chose. On peut avoir des échanges très basiques, mais ils n'ont rien en commun. Les faits qu'ils sont tous beaux. Voilà. Voilà. Oui. De la chance. Je vais demander, monsieur Léger, d'enlever son PowerPoint.
Ah, Monsieur Lucini, vous pouvez retirer votre PowerPoint. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Non? Oui? Ah. Merci. Parce que je travaille avec des professeurs de français de l'école publique. J'ai côtoyé 200 profs. Et donc, j'ai eu aussi accès aux élèves. Et bon, beaucoup d'échanges. Et j'ai pu savoir quel était leur avis du français. Enfin, quelles étaient leurs impressions du français. Et, entre autres, des enfants ont dit « Un Tunisien qui parle français est quelqu'un de riche. C'est un riche. » Donc, c'est encore une autre chose que l'élite. C'est un riche. Donc là, on accède plutôt à la lutte des classes, si on veut. Mais ça dit beaucoup de choses aussi sur comment on peut repousser une langue qui représente plus que la communication. Est-ce que je peux juste dire un mot? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, ce que vous dites est totalement vrai en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Parce que hier, justement, nous avons eu autour d'un film qui a été projeté ici même, dans cette salle, L'Armée du Salut, avec le réalisateur qui parlait justement de cette frustration par rapport à la langue française qui était pour lui et pour les gens de classe moyenne, voire populaire. Bon, bien sûr, ces typologies, elles sont totalement... mais il parlait de sa perception justement du français, lui qui est totalement francophone et qui a fait ses études après universitaires à Paris, etc. Donc c'est un linguiste, c'est un poète, c'est en même temps un réalisateur. Il parlait justement de cette frustration, mais c'est une perception en fait. On a tendance à penser, et on a tendance à penser justement que c'est la langue des riches, c'est la langue d'une certaine élite, favoriser du temps de la colonisation aussi, puisqu'on va dans la perception. Mais après l'indépendance, je pense, en tout cas pour le cas de la Tunisie, qui a démocratisé l'enseignement aussi bien de l'arabe que du français, partout on parle arabe et français. Donc cette notion cette, je dirais, distinction sociale qui se passe, elle est encore dans les esprits, c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, mais c'est des amalgames, c'est des perceptions et c'est des représentations qui peut-être devraient être dépassées, je ne sais pas. C'est vrai, moi aussi, j'ai fait une enquête de terrain sur la région de Sidi Bouzid, par exemple, qui disait que on a ça aussi par rapport à l'arabe dialectal, parce que comme vous disiez tout à l'heure, à juste titre, chaque région a son dialecte. Donc, quand vous parlez d'une certaine façon, le tunisien, la langue dialectale du tunisien qui habite à Tunis n'est pas la même que celui de Gabès ou de celui de Djerba, c'est pas les mêmes dialectes. Donc, il y a aussi là une certaine typologie, mais qui est pas scientifique, c'est de l'ordre de la perception et des représentations. Peut-être qu'elle s'inscrit aussi dans le moyen terme, mais je pense qu'elles sont un peu dépassées, surtout au niveau des gens qui font des études dans les universités. Il y a vraiment toutes les classes sociales aujourd'hui. En tout cas, je parle d'un exemple, c'est la Tunisie. La Tunisie, elle a fait en tout cas de sa politique linguistique, le bilinguisme, une question dans toutes les régions. C'est-à-dire qu'on avait en même temps le bilinguisme à Tunis, la même chose à Sidi Bouzid, etc. Mais c'est vrai qu'il y a à l'intérieur des frustrations qui restent. Mais elles sont d'ordre économique, c'est vraiment à mettre dans le contexte social, économique, un peu culturel aussi. Mais quand même, je voudrais insister sur quelque chose. Pardon. Il y a deux mots qui ont été prononcés dans une autre table ronde, simulation et ruse. Oui. Et j'adore ça, parce que ce que j'ai remarqué aussi chez les élèves, c'est qu'ils simulent le français. C'est pas du tout, il n'y a pas de socle.
sous les mots, il n'y a rien. Mais ils simulent, et c'est formidable, parce qu'ils le font musicalement. Mais c'est une ruse. C'est pour passer, pour traverser. C'est tout. Et donc ça, pour moi, c'est pas l'échange culturel. On a beaucoup d'efforts à faire pour aller jusqu'à cette matière-là. Mais il faut vraiment faire autrement. Ah oui. Il faut vraiment faire autrement. Il faut que les profs fassent autrement. Il faut qu'il y ait de la rencontre physique. Un élève a dit, un lycéen a dit, mais c'est pas le problème, le français ou l'anglais. Moi, je veux rencontrer un Français. Ça veut dire que l'espace public n'est même pas irrigué de présence française qu'ils peuvent rencontrer. Et l'anglais, c'est le cinéma, ils ont tous appris avec le cinéma. C'est très fort, hein. Le jeu, le cinéma, les séries. Donc, il faut vraiment revendiquer quelque chose d'autre, mais autrement. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vous invite à poursuivre peut-être les conversations autour d'un café. Malheureusement, on n'a plus que 2 minutes et demie. Le temps de pouvoir assurer les migrations entre les deux salles, parce qu'on a une 3e session qui s'en vient bientôt.